Bonsoir madame, bonsoir messieurs. On parle de plus en plus de la déliquescence de notre enseignement supérieur et universitaire aujourd'hui. Parents, étudiants, enseignants, pouvoir public se plaignent tous du niveau de formation des produits issus de nos universités et instituts supérieurs. Cette situation vient donc relancer le débat longtemps engagé sur la régression flagrante, passez-moi le terme, de notre système d'éducation supérieure et universitaire. Le professeur Kizerbo Joseph avait peut-être raison déjà dans les années 90, sonner l'alarme sur l'état de la question qui, si on y prend garde, ferait de l'Afrique une espèce de ce qu'il appelait poudrière sociale. Ainsi donc chez nous, en République démocratique du Congo, des centaines de diplômes sont décernés chaque année aux jeunes et on doute souvent de niveau. C'est à se demander si l'université congolaise fonctionne encore dans ces pays où son image est restée longtemps ternie par des pratiques dites négatives, comme par exemple la corruption, la pléthore des effectifs, l'inexistence des infrastructures, l'irrégularité des enseignants, l'inexistence des financements par le gouvernement, et j'en passe, on en parlera. Il est donc temps que nous puissions tout simplement prévenir au lieu de périr. La société pointe souvent le doigt accusateur en direction des enseignants, à tort ou à raison, dont on accuse le manque de rigueur et de verser dans les antivaleurs. Alors, pour en parler, trois éminents professeurs sur ces plateaux pour crever l'abcès, si vous voulez. Et en face de moi, j'ai le professeur Ngindou. Il est secrétaire général académique à l'Institut supérieur des commerces. Et à sa droite, donc au milieu, nous avons le professeur Oscar Saman, Olutu, justement, professeur émérite, recteur et promoteur de l'université du CEPROMAD, très connu d'ailleurs, et il est président de l'association des universités privées agréées. Merci d'être là. Et une autre figure bien connue, c'est le professeur Masiala Masolo. Il est professeur, si vous voulez, professeur émérite à l'Université pédagogique nationale, mieux connu puisque ancien ministre de l'enseignement supérieur et universitaire et aussi à l'enseignement primaire, secondaire et professionnel. Merci, messieurs les professeurs, d'être de notre ce soir pour parler de notre pays, de notre enseignement et donc de l'avenir de ces pays. Alors, est-ce qu'une première question peut être d'ordre général? Est-ce que, messieurs les professeurs, nous sommes tous d'accord que l'université aujourd'hui a perdu son prestige et son rayonnement sur le plan national et même sur le plan international? Alors, je ne sais pas, peut-être professeur Masiala. Oui, je ne partage pas cette opinion. Mais je voudrais ajouter que nous sommes dans une société qui est dynamique. L'université est aussi dynamique, mais les lois qui régissent l'université sont restées les mêmes. C'est un peu comme l'Église, c'est têtu, c'est ça, c'est installé. Mais les pratiques évoluent. Tenant compte des situations dans lesquelles on se trouve. La République démocratique du Congo, aujourd'hui, n'est pas ce qu'elle a été à l'accession de notre pays à l'indépendance. C'est d'autres gouvernants, un autre type d'hommes qui étaient ici. Aujourd'hui, nous avons un autre type d'hommes. L'université a traversé des siècles, des décennies, des années, de mois, de semaines. Aujourd'hui, nous sommes en 2019. Oui. Oui. Et l'Ovanium, on ne parlait que de l'Ovanium, l'IOC Kisangani et l'Université libre de Lubumbashi. De l'Université libre de Kisangani. Aujourd'hui, si vous allez à Kisangani, c'est tout autre chose. Vous allez à l'Ovanium, c'est tout autre chose. Mais qu'est-ce qui a changé pour ça? Qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, ce sont les pratiques. Les pratiques. C'est ça que les parents, l'État et nous, les enseignants, devrions bien observer
et vous, qui permet à la population d'aller voir, lire même ce qui est en dessous des cartes, vous voyez, entre les lignes, vous devez restituer à la communauté, savoir que tout se modifie. L'université, elle reste université. C'est pourquoi elle est universelle et c'est un socle. Et ceux qui ont réfléchi sur le système éducatif de leur pays ont bien dit que si vous voudrez tuer un pays, la première chose, c'est de désorganiser le système éducatif. Oui, alors si vous dites que le système éducatif est désorganisé au Congo, mais nous sommes toujours dans ce Congo, il donne l'impression que nous vivons. Je m'excuse. Mais professeur, vous dites que les pratiques ont changé depuis les années 50. Oui. Je ne sais pas, vous avez peut-être tué à l'étranger ou je fais le deux. Oui, autant de l'évaluation. Je fais les universités ici au Congo. D'accord. Quelles sont ces pratiques qui ont changé depuis ce temps-là jusqu'à ces jours? Bon, déjà... Est-ce que ce sont des pratiques négatives ou positives? Au niveau de recrutement du corps académique ou le corps scientifique, il y a eu beaucoup de changements. Au niveau des délibérations, vous voyez, les critères de qualification des étudiants, beaucoup ont changé. Je m'excuse le terme, je suis constipé des fois de participer à des séances de délibération. Quand j'étais l'enseignement primaire, secondaire, les inspecteurs étaient en conflit avec moi. Je n'acceptais pas que ceux qui ont terminé avec 45, avec 40, même 49, reçoivent le diplôme d'État. Les inspecteurs ont dit, mais Massiala, mais tu vas susciter des grognes dans la communauté. Je dis, mais il n'y a pas de grognes, parce que c'est un système d'évaluation. Tout ce qui a été conféré doit être évalué pour que nous puissions avancer ou modifier la façon. Vous voyez, les professeurs, ils étaient professeurs d'une université. Ils étaient là. Vous voyez, ils étaient là. Ils avaient remplissé les 3 fonctions du professeur. Il a 3 rôles. Il doit enseigner chaque jour, régulièrement. Le professeur doit entreprendre des recherches. Et allez regarder dans toutes les universités aujourd'hui, si vous trouverez des laboratoires, si des bureaux de professeurs. Vous voyez, et le professeur doit participer à l'évolution de la communauté. Donc, il doit donner des conférences, il doit participer à des séminaires, il doit être conseiller. Oui, on va y revenir, professeur. Merci beaucoup, puisque là, nous risquons. Attendez, donc c'est un tour d'horizon de José. Le professeur Saman a peut-être un point de vue à mettre entre le passé et le présent. Comment ont évolué les choses aujourd'hui? Je l'ai dit tout à l'heure. Oui, professeur. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, au banc des accusés, pour l'opinion. C'est les professeurs. C'est les professeurs. Oui. C'est vraiment la barre. Qui ne se comportent pas comme ils se comportaient hier. Mais alors, pour vous, est-ce que nous sommes d'accord avec ce point de départ? Si oui, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui n'a pas changé? Et je dirais, ce qui n'a pas changé, c'est le système colonialiste d'enseignement, c'est-à-dire imposé en République démocratique du Congo. Mais imposé par J'y vais. J'ai dit colonialiste. Il y a ce qu'on a appelé la tropicalisation. Nous avions des universitaires à l'étape coloniale. Mais chaque universitaire, belge ou n'importe quel nationaliste, nationalité, venir au Congo, devait transiter par l'école d'Anvers pour être tropicalisé. Venir lui dire comment il devait enseigner et traiter de Congolais. Des Noirs. Vous connaissez la suite. Vient l'indépendance. Il se fait que c'était un débâcle. Tous les universitaires, étrangers bien sûr, étaient partis. On nous a abandonnés à nous-mêmes. Conséquence, il fallait créer ce qu'on appelait universitaire. Mais on ne pouvait créer qu'à base de ce qui existait. Ce qui existait, c'était quoi? Des écoles normales et des écoles moyennes. Et ce qu'on a fait, on nous a conseillé juste de transformer les écoles normales en ISP.
Quand on a transformé d'une façon mécanique, on a créé des intellectuels, des universitaires en masse. C'est ce que j'ai appelé le scientisme. C'est-à-dire, celui qui était scientifique, c'est celui qui savait parler français. Mais non, la conséquence est que ces scientifiques qu'on a créés presque en désordre étaient capables de tout, sauf utiliser rationnellement leur science. Ça signifie quoi? Nous avions des ingénieurs très bien formés, mais rare était des ingénieurs qui avaient un petit champ de maïs derrière la maison. Nous avions des mécaniciens bien formés, mais tournés là où il y a des garages à la cité. Il y a combien de gars de l'ISTA qui ont des garages? Nous avions des médecins, nous en avons plein. Mais il se fait que combien de médecins se trouvent à l'arrière-pays, des spécialistes? Tous sont concentrés ici. C'est-à-dire, ils sont là pour transmettre tout simplement ce qu'on a appelé leur connaissance, le copier-coller. Oui. Ce qui n'a pas changé, c'est qu'on continue le copier-coller. Le programme de cette époque-là, c'est le programme qu'on applique maintenant, et il se fait que ça crée un certain dysfonctionnement avec les dynamismes. Oui, mais vous vous accusez, vous-même, professeur, vous êtes responsable. Vous, en tant que professeur formé, comment pouvez-vous accepter qu'un vieux programme de 60 ans vous êtes imposé jusqu'à ce jour et vous transmettez ça aux étudiants? Quel est le rôle d'un professeur? Le professeur enseigne ce qui est conçu, ce qui est le programme établi. Le professeur fait des recherches pour amener ce que la communauté est éventuellement en train de faire. Le professeur rend les services. Il prend des initiatives, il crée par exemple l'université du CEPROMAT comme je l'ai fait. Ça, c'est le troisième rôle d'un professeur. Mais qu'est-ce que vous faites du deuxième rôle du professeur qui est la recherche? Toutes les suggestions que le professeur avance, qu'est-ce qu'on en fait? Et comment pouvez-vous justifier maintenant les professeurs en grève? Ils sont en grève pourquoi? Parce qu'on les a écoutés. C'est parce que celui qui doit les mettre à l'aise pour faire ce qu'il doit faire ne le fait pas. Allons-y. Il faut le nommer. Mais qui le nomme, moi je dis, le programme, c'est un programme gouvernemental. Ok? Et vous êtes conscient, ça c'est de vous êtes conscient que nous sommes dans les vieilleries, excusez-moi, et qu'on continue encore dans... Mais oui, vous êtes dans les vieilleries pour preuve. Maintenant, on nous parle de LMD. On veut changer. On part de GLD vers LMD. Pourquoi est-ce qu'on veut changer? On veut changer parce qu'on a constaté que ce qui a précédé n'était plus ce qui devait être. Non, il y a un dysfonctionnement. Il y a un dysfonctionnement. C'est ça. Alors maintenant, est-ce que des gens qui doivent propulser cette nouvelle vision ont mis des moyens? Est-ce qu'ils encouragent des gens pour que ces LMD puissent éventuellement décoller? Mais si vous dites, non, c'est dire que, attention, professeur Nsaman, le professeur... Moi, je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites vous êtes la sommité. Mais je suis en train de vous dire... Mais justement, mais comment... Alors, je vais vous dire quelque chose. Pour vous plaindre. J'ai trouvé que l'ancien système ne fabriquait que des chômeurs. 1000 qui terminent en droit, 2 semaines après, demander qui a trouvé du travail, vous avez la réponse. 1000 terminent en médecine, 2 semaines ou 3 mois après, demander qui a le numéro de matricule, c'est rien. C'est pourquoi l'innovation que nous avons introduite, cadrant avec LMD, LMD ça signifie pousser plutôt l'enfant à agir, à s'assumer, à développer ses compétences, au lieu de lui inculquer
ce que vous croyez. Merci, professeur. On va y arriver. Non, c'est un tour de table. Il faut le professeur Ndié de la parole également. Oui. Alors, oui, professeur, vous avez suivi les deux... Oui, allez-y. Oui, professeur, je crois que vous avez suivi vos deux collègues, mais moi j'ai une préoccupation. Et là, c'est pratique. Dès que vous êtes arrivé à la tête de l'IEC, vous avez expérimenté un système qu'on appelle aujourd'hui l'anonymat. Parce que s'il s'agit de la qualité de l'enseignement qui est, comme le professeur a dit, à la baisse. Est-ce que cette dose que vous avez amenée, l'anonymat, ce système éducatif, selon vous, a relevé tant soit peu, a corrigé quelques failles de ce que nous déplorons ici? Mais José, je crois que c'est la question que vous posez, ça c'est la conséquence d'un comportement. Mais voilà, je voulais qu'il il a trouvé des solutions. Pourquoi n'est-il arrivé là? Il n'a pas trouvé le gouvernement. Ok, merci bien messieurs les journalistes pour m'avoir donné la parole et surtout pour nous avoir invités sur cette table, sur ce plateau. Je vais d'abord saluer mes aînés qui sont là, ensuite je vais les compléter. C'est un débat d'intellectuels, nous devons nous compléter. Vous m'avez posé deux questions à la fois. Oui. Je voudrais repartir par la première, en complétant mes aînés. Je voudrais relever 4 acteurs dans la première question que le directeur Oscar a posée. Il y a 4 acteurs. Il y a l'État, il y a les parents, il y a les étudiants, ou bien les élèves qui deviennent étudiants après, et il y a les formateurs. Donc, il faut qu'on soit pratique. Mais pour les formateurs. Nous avons... Non, ce n'est pas seulement pour les formateurs. C'est ceux qui sont là-bas. Non, mais les formateurs travaillent avec qui et pour qui et sur base de quoi? Qu'est-ce qui vous est reproché? Non, mais écoutez, José, laissez-moi quand même aller avec mon raisonnement. Oui. Hein? Les aînés ont parlé, on vous a montré un peu ce qui était là avant et ce qui a changé et ce qui n'a pas changé. C'est que les doyens, les recteurs viennent de vous dire tout à l'heure là. Alors moi je voudrais maintenant compléter en partant des 4 acteurs, puisque la question du directeur Oscar est claire. Il veut qu'on relève les responsabilités et il veut qu'au-delà de ces responsabilités, nous puissions aussi proposer les correctifs. Voilà. Et les correctifs, c'est ce que vous venez de nous dire, que nous sommes en train d'expérimenter maintenant à l'IEC. Alors, si nous partons des parents, ce sont les parents congolais qui sont dans un environnement politico-économico-social qui est celui-ci, que vous connaissez très bien. Cet environnement, pour vous, a-t-il changé ou n'a pas changé après 1950? C'est un environnement qui a complètement changé. Quand vous prenez l'ovanium de 54 à l'ovanium de 72 pour avoir l'UNASA en 74, il y a déjà là-bas 20 ans de différence. Et si vous allez prendre maintenant l'UNASA de 74, arriver aujourd'hui à l'université l'UNIKIN, pour dire l'université de Lubumbashi, l'université de Kisangani, et tous les ISP et tout autres qui sont sortis par après, il y a encore là-bas 20 ans de différence. Et aujourd'hui nous expérimentons maintenant les instituts supérieurs. Donc 10 ans encore que vous ajoutez. Alors, dans ces cheminements, dans cette évolution-là, il y a des choses qui ont changé, qui n'ont pas changé. Il y a des systèmes, c'est un système, comme le disait tout à l'heure là, les recteurs. Les parents congolais, qui êtes-vous? Accepteriez-vous que vos enfants, hier élèves, qui ne savent pas écrire, qui ne savent pas lire, qui viennent de l'école secondaire, et que vous nous envoyez aux universités et instituts supérieurs, accepteriez-vous qu'ils puissent échouer? Et que quand ils ont échoué, qu'on les chasse? Vous comprenez? Et quand ils ont échoué, on les chasse? Non. Vous-même, vous ne contribuez pas à la qualité de l'enseignement. Puisque du moment où moi j'ai dit, écoutez, qui ont 38%, 35% doivent être chassés. Mais moi, parent, je n'impose pas. Oui, c'est vous qui... Non, le directeur Oscar. Même si je viens... Vous ne gérez pas, c'est moi qui gère. Oui, c'est moi qui gère. Je suis secrétaire général académique. Oui, les jurys se font. Je suis secrétaire général académique de l'IEC. Oui. Et c'est moi qui gère. Oui. Je gère. J'ai dit bien, est-ce que vous accepteriez que votre enfant qui a 35% puisse être chassé? Mais décidez, c'est vous. Ah bon? Mais c'est le règlement. Oui, très bien. J'accepte vos Ok.
Vous appliquez volontiers les règlements. Oui. Alors pourquoi vous faites recours aux députés, aux sénateurs et aux politiciens pour qu'ils puissent intervenir? Là, vous pouvez non. Ma question est simple. Oui. Pourquoi faites-vous recours aux députés, aux sénateurs, aux ministres, aux généraux, aux colonels pour intervenir pour votre affaire? Vous n'avez pas fléchi, professeur. Non, mais... Vous êtes dans un monde... Moi, je vous fais... Non, puisque c'est... J'ai dit bien, j'ai relevé là 4 acteurs. Chacun de nous doit faire son travail. Jean-Jacques Rousseau dit bien, à chacun son métier, les vaches en seront mieux gardées. Vous comprenez ça? À chacun son métier, les vaches en seront mieux gardées. Si vous nous laissez nous faire notre métier, ce que vous déplorez aujourd'hui n'arriverait pas. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, l'acteur principal qui est l'étudiant. Oui. Pour lesquels nous tous nous déplorons que sa formation aujourd'hui est biaisée. Ok? Oui. Cet acteur vient d'abord de l'école primaire. Pourquoi vous ne prélevez pas, vous ne touchez pas, vous ne partez pas de l'origine? L'enfant, avant d'atteindre les universités, vient de l'école primaire. Et l'école primaire, l'enfant n'a pas de base. À l'université, on ne donne pas les bases de français, ni les bases de mathématiques. On ne donne pas les bases de chimie, ni les bases de physique. Vous sélectionnez? Les bases de chimie, de physique, de mathématiques et de français sont à l'école primaire et secondaire. Mais la sélection... Attendez, oui, mais on y arrive, s'il vous plaît. Oui. Je vais vous donner tous les éléments. Oui, le temps, parce qu'on sait... Oui, mais cette émission, c'est une émission pour faire comprendre l'opinion. Oui. Du moment où à l'école primaire, vous n'acceptez pas aussi qu'il les reprenne l'école primaire, puisque le lendemain vous changez l'école primaire, vous lui achetez un autre bulletin. Il va ailleurs. Quand il arrive à l'école secondaire, la pratique continue. On achète les bulletins, il va ailleurs. Et puis, il termine l'école secondaire, il a 74% pour le diplôme d'État. Et le lendemain, vous dites, l'État dit, il ne peut pas faire les concours, il faut les prendre d'office, puisqu'il a 60% et plus. Nous l'acceptons. Ça, c'est la loi. Ok. Maintenant, quand il est à l'université, il n'est pas à mesure de lire un livre. Il n'est pas à mesure. C'est vous qui écrivez les journaux. Vous avez un journal. Combien de fois votre journal a été acheté par un étudiant? Alors, donc, il n'est pas à mesure de lire un journal. Il n'est pas à mesure de lire un livre. Aujourd'hui, c'est le téléphone. Puisque nous sommes maintenant dans les éthiques. Et tout est basé sur l'éthique. Très bien, ce n'est pas un problème. Cet acteur principal pour lequel nous tous nous battons ne se donne pas, il n'est pas créatif, il n'est pas, je dirais, il n'a pas le sens de créativité, et il ne va pas loin. Il ne va pas loin. Alors, vous voulez maintenant que le troisième acteur entre en jeu. C'est l'État qui doit être le premier acteur. C'est l'État qui doit être le premier acteur. Puisque nous travaillons pour l'État, et pour le compte de l'État, et par l'État. Cet acteur principal majeur, puisqu'il met à notre disposition les infrastructures, il met à notre disposition les étudiants, et puis, oui, il met à notre disposition les moyens, en principe, entre guillemets. Il n'intervient pas au moment opportun. Cet acteur majeur qui est l'État, il vous dit, aujourd'hui nous sommes dans un secteur libéralisé, il dit, au moment où il y a des lois, au moment où je vous ai donné les infrastructures, il faut voir quel genre d'infrastructure, et ensuite il vous dit, écoutez, moi je n'interviens plus, c'est vous, je vous ai donné. Mais au moment opportun, c'est lui le premier à dire, écoutez, c'est-à-dire nous œuvrons avec un marteau sur la tête, si vous voulez faire un petit rien, on tape sur vous. Est-ce qu'on est dans un système libéral? Est-ce qu'on est dans un système vraiment décentralisé? Vous-même. Directeur, je termine maintenant le quatrième acteur. C'est l'enseignant. Le professeur. Ok, c'est le professeur. Nous en parlions avec vous avant. Ailleurs, le système est fait de telle manière que à 28 ans, 30 ans, vous êtes déjà professeur. Donc vous avez parcouru un système de formation qui est si souvent pratique chez eux. Chez nous, c'est très théorique. Ailleurs, c'est très pratique. Et il y a déjà une différence entre théoricien et praticien. Et vous vous retrouvez dans un environnement où vous évoluez scientifiquement comme il faut. À 28 ans, 30 ans au maximum, 33 ans, vous êtes déjà professeur.
vous avez le temps de parcourir un cursus scientifique, académique, rempli et riche. Et vous avez là-bas et l'État qui intervient et les entreprises qui interviennent, puisqu'on forme pour l'État et on forme pour les entreprises. Les entreprises contribuent à financer les recherches. L'autre fois, nous avions un débat avec José. Je vous ai dit bien, l'aîné venait de dire tout à l'heure là, l'innovation. J'ai dit, je développe cette théorie. Sans recherche, il n'y a pas innovation. Sans innovation, il n'y a pas de développement. Donc, vous comprenez bien. Il faut qu'il y ait la recherche pour qu'il y ait l'innovation et pour qu'il y ait le développement. Et les pays qui ont compris ces trois binômes-là, ils se sont mis au travail. Chez nous, il n'y a pas de recherche, chez nous, il n'y a pas d'innovation, mais on attend le développement. Le développement, on le fait avec qui, pour qui et par quoi? Ok. Professeur, juste une petite question pour continuer. Mais les professeurs revendiquent presque chaque année. Mais quand on suit des presse, c'est toujours les salaires, les voitures. Mais pourquoi est-ce que vous ne réagissez pas? Vous êtes là, en fait, le sommet de la société. Mais pourquoi est-ce que vous ne réagissez jamais pour que toutes ces conditions, les conditions d'un bon enseignement soient requises? Okay. Très bien. Je vais répondre à ça et à la question de José. Ailleurs, on fermerait les portes. Très bien. Pourquoi les professeurs revendiquent tout le temps, toutes les années? C'est ça la question. Ils revendiquent les salaires. Attendez, oui. Mais est-ce que vous savez ce que c'est un professeur? Est-ce que vous connaissez ce que c'est un professeur? Tout à fait. Tout le monde attendez. Je vais tout simplement donner un coup de main. Donc je te laisse la parole. Oui. Tu connais l'échelle de Maslow. Oui. L'échelle de Maslow parle d'abord des besoins fondamentaux, besoins de sécurité, besoins sociaux. Si les besoins fondamentaux ne sont pas satisfaits, comment voulez-vous préoccuper des besoins d'actualisation de soi? Alors, vous posez la question, pourquoi le professeur revendique? C'est parce que les besoins fondamentaux ne sont pas encore. C'est ça la clé pour changer l'éducation. On change le comportement du professeur, on change le comportement des élèves, on change le comportement des parents, on change le comportement par ceci, cela, et nous avons un remède dans tout ça. En management, on dit management axé sur les résultats. S'il y a des mauvaises pratiques, comme la corruption par exemple, dans les chefs de professeurs, est-ce que c'est le gouvernement qui vous demande? Mais voilà, c'est simple. Il a ceci, il a cela. Il n'aura pas à devoir courir derrière un étudiant. Mais on ne lui a jamais donné ce goût-là. On dit le professeur c'est un tout grand, le professeur il est là pour pas, il parle français, le professeur ainsi de suite. Il ne peut pas toucher une houe. Ça, c'est le comportement. On l'a mal formé. Et qui l'a mal formé? Merci. Professeur Massal. Est-ce que je reviendrai à vous? Bon, ok, alors en une minute. Donc, je disais bien, les remèdes que nous avons apportés à l'IEC sur l'anonymat, c'était quoi? C'est après avoir observé ce que je vous ai dit au début, que vous accusez les professeurs d'être dans des mauvaises pratiques. Les points sexuellement transmissibles, les notes perdues, les ceci et les cela. Et alors, pour pouvoir protéger l'étudiant, protéger l'enseignant, nous avons adopté un système qu'on appelle système anonymat. Vos TP, vos interventions, vous les faites normalement. Mais l'examen, vous comprenez par exemple, si moi j'aimais une telle fille qui m'a refusé, le TP, les interventions. Non, je peux quand même à partir de l'examen. Qui sont aussi monnayés. Non, attendez, TP, non. Là, je dois insister. Si les TP et les interventions sont monnayées, ce sont les étudiants eux-mêmes qui favorisent. Non, directeur, puisqu'il y a des circulaires, il y a les instructions du ministère. La 017, la 018, la 019, la 020, en commençant par les professeurs P. à son âme, Machako, Mbemba, Tchelo et Mbika et les sortants, les TP et les interrogations ne peuvent jamais être vendues, ne peuvent jamais être monnayées. Mais alors,
s'il y a un enseignant qui a de telles pratiques, les étudiants ont l'obligation de les dénoncer. Moi, à l'IEC, il y en a qui ont été sanctionnés cette année, lesquels ont reçu les demandes d'explication, et au début de cette année, il y en a qui vont perdre leur charge horaire. Du moment où j'apprends que vous avez été dans ces pratiques-là, directement, vous êtes sanctionné. Autre mauvaise pratique, professeur Massiala, le surpeuplement, la pléthore des effectifs. Comment pouvez-vous accepter qu'un comité de gestion, heureusement il y a puisse en fait bourrer dans une salle, c'est-à-dire de 500 personnes, 2000 voire plus? Rallonger la réflexion menée par le père Ekwa, l'école trahie, et il a relevé exactement ces différents acteurs. Et il cherchait quel acteur accuser. Mais son livre a terminé par tous les acteurs. Je me suis fait de professeur. Tous les acteurs. Justement, on va y arriver. Tous les acteurs qu'il faut accuser. Vous me demandez au sujet des professeurs qui monnaient des points. Et les pléthores aussi. Et le pléthore des étudiants dans une salle, dans un auditoire. Et il y a aussi le contrôle du planning familial. Donc vous soulevez des questions. Professeur, sinon nous allons sortir. Non, professeur, le planning familial, c'est dangereux. Un droit de l'esprit. Vous voulez parler de cartographie scolaire. Chaque année, il y a un nombre. Oscar, le professeur a tellement raison. Le professeur a tellement raison. On dit en termes clairs, garbage in, garbage out. Si vous mettez la saleté dans l'ordinateur, l'ordinateur te fait sortir la saleté. Si les examens d'État nous produisent 700 candidats, et on a mis dans la tête de ces candidats que la finalité, c'est l'université. Montrez-leur le contraire, professeur. Mais c'est pourquoi il faut le visionnaire qui doit décider de ça. Comment il va faire? Mais le visionnaire, c'est qui? C'est le gouvernement. C'est vous-même qui dirigez. Non, le gouvernement. Les établissements sont entre vos mains. Je vous dis, il faut faire la différence entre les principes et l'exécution des principes. La réalité. Si aujourd'hui le gouvernement dit, après les examens d'État, tous les enfants au service national, ils ne vont pas directement à l'université. Est-ce que ça peut s'exécuter? Si. Alors, c'est l'autorité décide. Alors, qui décide de ça? Ce n'est pas un professeur. C'est l'État, les visionnaires. Et maintenant, service national, apprenez l'agriculture. Comment vous allez apprendre ça? Je regrette, gouverneur, chef de travaux, plutôt gouverneur, chef de collectivité, tout ça. Prenez dans vos écoles ceux qui ont terminé, débrouillez-vous. Moi, je m'arrange, j'envoie des matériels, j'envoie ceci, ainsi de suite, pour que les autres. Même si c'est mal fait, ça sera fait. S'il vous plaît, vous avez tendance à voir seulement les professeurs comme étant les catalyseurs, comme étant les mauvais de la société, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, directeur, cette émission, non, José, cette émission doit nous aider à éclairer l'opinion. Tout à fait. Allez-y. Voilà. Nous sommes tout à fait d'accord de l'observation de la question que vous venez de poser. Nulle part, je vous dis bien, nulle part, partout nous allons enseigner dans les universités, vous n'avez pas un auditoire de 700, 800 étudiants. C'est impossible. Mais écoutez chez nous, je vais vous dire une chose et je voudrais voir comment vous allez réagir. Au mois de juillet, à 2 jours de clôture de l'année, 2 jours, c'est-à-dire le 28, vous, autorité, vous m'envoyez quelqu'un pour inscrire votre enfant. Pour cette année académique. Cette année qui termine dans 2 jours. Refusé. Oui. J'ai refusé. Très bien. Ok? Oui. Mais vous savez? Vous savez? De blâme par après. Attendez, s'il vous plaît. Okay, vous parlez de choses que vous ne connaissez pas. Les managers des établissements d'enseignement supérieur universitaire souffrent. Nous devons
faire de telle manière que la politique soit laissée loin de l'enseignement supérieur universitaire. Quand moi je dis que la politique doit être laissée loin, c'est-à-dire les interférences. Voilà, vous m'avez nommé, vous devez avoir confiance en moi, et moi je dois vous faire les rapports, travailler avec mes rapports. Mais il ne faut pas le lendemain, vous-même qui me donnez les instructions, vous-même qui me donnez les lois, après l'année vous me dites mais faites quand même d'exception. Vous me demandez de faire l'exception à 2 jours de la fin de l'année académique. Et ce n'est pas normal. Et quand un parent arrive, vous avez clôturé. Hier, j'ai eu des réunions avec tous mes staffs, voire même les syndicalistes hier. Je les ai invités pour faire une réunion sur les inscriptions. Je ne veux pas encore qu'il y ait ce que vous appelez les recommandés. Directeur Oscar, en sortant d'ici, vous allez m'envoyer. Ça, c'est un recommandé qui vient du directeur Oscar. Non, mais c'est ça la réalité des choses. Alors, quand maintenant, le directeur Oscar m'envoie un recommandé, j'ai dit que bon, quand même c'était un ami, je fais quoi? Je te les refuse ou je te les prends? Refusé. Non, soyons clairs. Je te les refuse ou je te les prends? Si le dossier est en ordre. Non, mais vous me l'envoyez après la clôture des inscriptions. Il y a le concours qui va se faire au mois de septembre-octobre. C'est terminé. Vous, au mois de décembre, vous m'envoyez quelqu'un. J'ai déjà planifié. J'ai les effectifs connus. Mais vous me dites non, mais quand même c'est votre fils. Mais professeur, si vous dites... Non, mais répondez-moi. Nous sommes au mois de décembre. Mais il n'y a pas de place. Écoutez, au mois de... C'est plus simple de pouvoir voir les mal dans l'autre. Vous savez, c'est comme la Bible dit quoi? Je veux savoir, professeur Massiala. Donc, voilà, donc je crois... On vous a reçu la parole tout à l'heure. Mais je voudrais ajouter à ce que vous avez peut-être dit en quelques mots. Mais le contenu des enseignements aujourd'hui, les programmes, est-ce que c'est vraiment adapté aux besoins orientés aujourd'hui? Est-ce que l'université s'adapte à l'évolution sociale? Puisque c'est l'évolution qui donne à la société les cadres destinés à développer ce pays. Est-ce qu'au niveau des enseignements, tout cela évolue? Bon, je suis parlé à un universitaire, quelqu'un qui a beaucoup lu. Vous voyez, qui a beaucoup lu, c'est comme quelqu'un qui a beaucoup voyagé, il a beaucoup retenu. Voilà. Alors, Ivan Illich s'était posé cette question. Société sans école. Société sans école. Pourquoi? Parce qu'il a constaté la dichotomie qu'il y a entre l'évolution de la société et le curricula. Le curricula, c'est le programme de formation. C'est vraiment, il y a une inadéquation. On n'arrive pas à adapter le rythme, les deux rythmes, l'évolution de la société et l'évolution de formation. N'arrive pas. Mais je ne m'inscris pas dans ça. Et c'est comme cela que je rejoins le professeur Tsamani, qui parle des innovations. Les innovations vont provoquer le développement, n'est-ce pas? Et pour ça, il faut libérer le secteur. Libérer, pas nécessairement le secteur, mais libérer les esprits. Donc tout le monde qui reste casanier et qui réfléchit toujours à l'envers, en principe ne devait pas être compté parmi les acteurs principaux du système éducatif. Et troisièmement, il faut libérer le système. Et le système, au niveau de l'université, a toujours pas été libéré. Le même président du conseil d'administration de l'UNASA reste président du conseil d'administration jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, on n'est pas le cité. Monseigneur Tchibango, le connaisseur. Ça fait combien d'années qu'il est recteur? Votre collègue? Non, vous voyez? de toute façon. Quelle que soit la situation. Le système est rouillé parce qu'il y a... Rouillé ou verrouillé? Rouillé. Il est dépassé. Il y a la rouille. Il y a la rouille. Vous voyez? Il y a la rouille. Mais pas verrouillé. Pas verrouillé. Il est ouvert. Mais un peu Mais quand il y a la rouille, les engrenages ne tournent plus correctement. Donc il va être verrouillé. Ça va être verrouillé. Alors, deuxième préoccupation concernant le pléthore et le gonflement des auditoires. Dans les établissements, nous avons un gestionnaire d'un établissement privé. Non,
établissement officiel. IEC, oui. Oui, mon frère, il est ici, IEC. Quel est le quantité de frais de fonctionnement reçoit-il par mois? Il m'est passé de le dire. Pour faire tourner. Les parents payent plus que les l'échelle de mesure. Non. Les parents. Pas que les parents payent. Les parents sont asphyxiés. Directeur. Pour faire Une université, on paye $150 pour vous étudier à l'université. Quand vous envoyez vos enfants en Tunisie, vous payez $7,000, $8,000. Mais quand vous les envoyez dans nos universités ici sur place, vous payez de $150 à $300. Est-ce qu'avec ces montants-là, on peut étudier à l'université? Vous avez été au gouvernement, et vous-même vous êtes un professeur émérite, vous faites des choses. Qu'est-ce que, en gros, les pouvoirs publics, puisque c'est lui le catalyseur, doit mettre en place pour, en fait, essayer de replacer notre enseignement au niveau acceptable aujourd'hui. Puisque nous avons reconnu qu'il y a des problèmes. Je ne vais pas reculer le débat, mais je vais rappeler un fait de l'histoire qui a laissé des marques indélébiles. C'est l'Église. L'Église, en 1517, il y a eu un homme, il a parlé de visionnaire, il a parlé de quelqu'un qui doit exécuter tout ça. Il y a eu un visionnaire qui était un évêque, un prêtre catholique, un professeur de systématique, Luther, qui a osé ramener à l'Église cette préoccupation qu'il faut rentrer, faire la lecture de la Bible. Lisez la Bible qui est le document fondamental. Et c'est créer une scission dans l'Église jusqu'à créer la secte protestante à laquelle moi j'appartiens. N'est-ce pas? Et qui est devenue aujourd'hui une grande église dans le monde. L'église protestante. Il y a une secte. Une grande église, mais elle a commencé par être secte en 1517. Donc il y a une relecture. Ici, on ne va pas relire la Bible dans le système scolaire, le système éducatif du Congo. Nous devons relire les textes qui fondent le système ici chez nous. Il faut un retour. Papa Mobutu parlait de retour à l'authenticité. Ici, je dis un retour. Le professeur récemment, il faut mettre fin aux antivaleurs dans notre système universitaire, la corruption, le monnayage des points, des travaux pratiques, des pertes de notes, comme ça vous voulez, pas des professeurs. Et les établissements sont devenus, si vous voulez, des boutiques. Il faut, et d'une façon managériale, pour améliorer les systèmes de l'éducation, j'ai dit d'abord, il faut un visionnaire qui donne une option. Le visionnaire, c'est qui? Vous vous souvenez que le président Kabila, notre ex-président de la République, autrefois avait dit, si j'avais 15 personnes, ainsi de suite. Vous vous souvenez de ça? Oui, 15 conseillers. Et puis après, quand on lui a posé une question lors d'une conférence de presse, qu'est-ce qu'il n'a pas pu réussir? Il a dit qu'il n'a pas pu transformer, donc changer l'esprit du Congolais. Le président Tshisekedi a dit la même chose. Parmi les 4 piliers de son programme, il a dit qu'il faut caler sur l'homme. Je crois que du point de vue des visionnaires, ces deux assertions sont importantes comme visionnaires. Maintenant, il manque de managers opérationnels pour exécuter ça. Comment changer la mentalité de quelqu'un? Tu vas prendre un juriste, tu le mets pour pouvoir changer la mentalité. Mais mon Dieu, qu'est-ce que ça signifie ça? Donc il faut savoir, on change de mentalité en ayant tout d'abord un programme, c'est-à-dire un modèle. Voilà le modèle. Du point de vue du management. Conservons les programmes ensemble. Et ça a été fait aux États-Unis. Oui, celui qui veut changer l'homme. Le président de la République, Tshisekedi a dit autrefois, il dit, je veux former
6 ou 6 milliardaires congolais dans 5 ans. Ça, c'est une conception. 2, exécutons ces programmes-là ensemble. Il faut trouver les gens qui doivent exécuter ça. Quels sont ces gens? Au niveau provincial, au niveau territorial, au niveau des ceci, au niveau des entreprises. Des gens qui savent que le président de la République, sans voler, sans rien, il peut éventuellement former 6 milliardaires. Comment il faut y aller? Je continue. Évaluons ensemble. C'est important. Quatrièmement, partageons ensemble les résultats de ce que nous avons conçu ensemble. À ce moment-là, ça peut marcher. Professeur Ndjindou, c'est une évidence. On avance. Avec vous, je préfère qu'on termine sur le financement de la recherche. On doit parler de tout. Recherche pour les infrastructures. Comment est-ce que vous en sortez? Ok, merci bien, directeur. Je vais un peu faire un pas en arrière, si vous me permettez, en vous proposant quelque chose. Puisque là, vous nous dites de proposer, et n'est pas seulement de relever ce qui ne va pas. Je vais revenir en arrière pour paraphraser mon aîné ici, il a cité ici l'ancien chef de l'État. Vous rappelez que il y a quelques années, le chef de l'État a demandé il nous a posé une question avec 2 volets. Voulez-vous un enseignement d'élite ou un enseignement de masse? Et les professeurs, c'est ce qui a donné lié à la loi cadre 2014. Les professeurs avaient choisi pour l'enseignement d'élite. Nous tous, nous avons répondu à cette question-là. Nous préférons l'enseignement d'élite. L'aîné vient de dire sur la vision. Quand on a répondu l'enseignement d'élite, malheureusement, rien n'a été appliqué. Donc, premier élément, le manager opérationnel n'a pas été en mesure d'appliquer ou de suivre, puisqu'il vient de vous donner là les éléments de faïole sur la programmation, l'évaluation et les contrôles, etc., etc. Alors, donc, nous devons d'abord choisir l'enseignement d'élite pour éviter les trop pleins dans les auditoires. Ça, c'est la première des choses. On n'est plus encore en 1960 où l'on manquait de cadres. Quand l'ancien président Mobutu prenait le pays en main, il s'est retrouvé qu'il n'avait pas beaucoup de cadres pour pouvoir diriger le pays. C'est ainsi qu'on a fait venir avec l'UNESCO autant d'Haïtiens, et ainsi de suite. Et on a ouvert grandement les portes de l'université pour se faire un peu du poids, pour se faire un peu la peau sur l'enseignement supérieur universitaire, avoir les cadres. Aujourd'hui, le Congo, je vais vous révéler, le Congo est un pays de l'Afrique qui a 8 millions de formés, 8 millions de cadres universitaires. Donc si vous prenez toute l'Afrique de l'Ouest, c'est pratiquement tout le Congo, les cadres universitaires qui sont en Afrique de l'Ouest. La recherche et les infrastructures. Voilà. Maintenant, deuxièmement, il faut qu'on ait des infrastructures. Alors, pour qu'on ait des infrastructures, nous devons tenir compte de ce que nous devons former. On ne peut pas tous quitter des secondaires et aller à l'université. Et pour cela, quelque part, il faut stopper l'hémorragie. C'est-à-dire quoi? Tous ceux-là qui ont fait l'école technique, les écoles techniques, nous devons avoir un ministère de l'enseignement technique et professionnel qui doit s'en occuper pour les orienter vers leur métier. Aujourd'hui, là, vous manquez les plombiers. Aujourd'hui, là, vous manquez les maçons. Les maçons qui sont là ne sont pas des maçons, sont les aides-maçons qui nous construisent des maisons. Donc si nous avons les ministères de l'enseignement technique et professionnel, on doit reprendre ces ministères-là pour que ce ministère puisse orienter nos jeunes gens à aller vers la création d'emplois dont l'aîné, professeur Samantha, est en train de dire tout à l'heure. Si on ne forme pas ces gens-là si on ne les oriente pas vers la création d'emplois, on aura toujours les universités bondées. Donc ça c'est le deuxième élément. Orienter les amis là. Troisième élément, c'est maintenant création, j'ai dit bien, créer les infrastructures en fonction des besoins. Si nous laissons disons, ces processus comme ça là sans les stopper, alors il faut qu'on finance les infrastructures. Les infrastructures, on peut les financer comment? D'un côté, il y a l'État, de l'autre côté, il y a les établissements, et enfin, il y a le troisième acteur qui intervient, ce sont les entreprises.
C'est de la même manière sur les programmes. Aujourd'hui, partout ailleurs, les programmes, vous nous avez dit, est-ce que vos programmes-là s'adaptent aux besoins? On vient de vous en parler. Nos programmes peuvent s'adapter et s'adaptent aussi aux besoins. Mais est-ce que les entreprises interviennent dans notre secteur de formation? Or, nous formons, je vous l'ai dit au début, nous formons et pour l'entreprise et pour l'État. L'État, de son côté, a rempli sa part. Mais les entreprises... Dans la recherche. Maintenant, dans la recherche, c'est là où j'arrive aussi, non? La recherche est financée pas seulement avec les fonds propres, la recherche est financée avec les fonds qui viennent des entreprises et de l'État. Devrait être fait. Devrait venir. Bon, devrait, j'ai dit pour ici, devrait. Mais ailleurs, c'est comme ça. Les ONG que nous avons ici ont une part à jouer très importante dans les universités. Puisque les ONG aussi, c'est un acteur très important pour les besoins sociaux. Et elles ont aussi des petits moyens qui peuvent financer les recherches auprès des universités. J'ai dit au début, sans recherche, il n'y a pas d'innovation, il n'y a pas de développement. Un pays qui ne mise pas sur les recherches, ce pays-là est censé disparaître. Vous ne pouvez pas vous attendre à un développement, vous ne pouvez pas vous avez dernièrement, je donne un exemple. Nous avons maintenant sur les routes ce qu'on appelle les policiers robots. Si la jeune dame avec tous ses collègues, aujourd'hui le Congo est placé dans ces domaines-là comme étant un pays qui a donné au monde un élément très important. Mais c'est comme ça que le pays se développe. Cet élément de policiers robots est en train d'être demandé par différents pays qui nous entourent, voire même la Belgique a demandé ça. Et c'est comme ça qu'un pays se développe. Donc, nous devons tous investir dans la recherche pour qu'on trouve de nouveaux produits, pour qu'on soit dans les almanachs de développement, d'innovation et ainsi de suite. Merci, professeur. Tant qu'on ne le fera pas, attendez-vous à la disparition. Ça devient très intéressant, malheureusement. Nous sommes obligés d'arrêter par là. On va y revenir. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été relevées ici. Mesdames et messieurs, nous vous disons merci. C'est donc la fin de cette émission et à très bientôt.